Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter l'entente de principe obtenue entre l'employeur et votre comité de négociation en janvier dernier sur la convention collective locale. Des assemblées générales sont prévues au mois de mai afin que vous puissiez poser l'ensemble de vos questions sur l'entente de principe et voter sur son entérinement. La négociation de la convention collective locale s'inscrit dans le cadre de la convention collective nationale, signée en juillet 2016 et dont l'échéance est le 31 mars 2020. La convention collective locale ou matière locale représente 26 articles sur les conditions de travail des membres, mais ne touche aucun article monétaire. La convention collective locale n'a pas d'échéance, contrairement à la convention collective nationale. C'est suite à la fusion des établissements en 2015 que le gouvernement a forcé la fusion des syndicats par le projet de loi 10. Cette fusion a entraîné la période de maraudage de 2016-2017 et la négociation d'une nouvelle convention collective locale. Le syndicat et l'employeur disposaient de 18 mois pour négocier. L'échéance était le 21 octobre 2018. Si à cette date aucune entente n'était survenue, nous devions obligatoirement faire intervenir un médiateur arbitre dans la négociation. Le médiateur arbitre avait pour mandat de rapprocher les deux parties au cours de la négociation ou de trancher entre le cahier patronal et le cahier syndical en fonction du coût zéro et que la Convention assure la prestation des soins et des services, et ce, conformément au projet de loi 10. Votre syndicat, le STT-SSSO-CSN, représente maintenant 4600 membres répartis dans 89 installations. Il représente deux catégories d'emploi, soit la catégorie 2, le personnel paratechnique, les services auxiliaires et les métiers, ainsi que la catégorie 3, le personnel de bureau, les techniciens et les professionnels de l'administration. Les 26 matières à négocier localement sont ceux apparaissant à l'écran. Nous ferons une présentation article par article. Le comité de négociation a travaillé en fonction des cibles de négociation suivantes. Favoriser la rétention et l'attraction de personnel, favoriser la conciliation travail-famille-études, favoriser le développement des compétences, éviter l'épuisement professionnel, réduire la main-d'œuvre indépendante et le temps supplémentaire obligatoire, réduire la précarité, maintenir les droits syndicaux et préserver la santé-sécurité au travail. Avant de débuter, quelques chiffres sur la négociation locale. Nous avons tenu 44 jours de négociation avec l'employeur. 6 de ces rencontres ont eu lieu suite à l'échéance du 21 octobre 2018. Aucune intervention du médiateur arbitre n'a eu lieu. Nous devions passer de 19 conventions collectives locales à 2, soit une pour la catégorie 2 et une pour la catégorie 3. L'entente de principe est survenue le 24 janvier 2019. Passons maintenant à la présentation de l'entente de principe. Matière 101, notion de poste. Il y a 7 types de postes. Le poste simple détient un titre d'emploi et un service. Le poste régional détient aussi un titre d'emploi et un service. Et il peut être appelé à se déplacer dans plusieurs installations ou hors des installations et couvre l'ensemble des territoires du CISO. Poste service externe ou suivi clientèle externe détient un titre d'emploi et un service. Il peut être appelé à se déplacer dans plusieurs installations ou hors installations, mais dans un seul territoire. Le poste fusionné, uni-installation, détient un ou plusieurs titres d'emploi et un ou plusieurs services, dont un service de rattachement. Il est affecté à une seule installation du CISO. Le poste relève détient un titre d'emploi, un service et un territoire. Ce poste est créé en surplus de la structure de poste établie et sert à remplacer des absences dans son service prioritairement. Il peut être appelé à se déplacer sur son territoire. Ce poste doit être d'un minimum de 7 jours de travail par période de 14. Le poste équipe volante uni-installation détient un ou plusieurs titres d'emploi, un ou plusieurs services, dont un service de rattachement et est affecté à une seule installation. Le poste équipe volante multi-installation détient un ou plusieurs titres d'emploi, un ou plusieurs services, dont un service de rattachement et il est affecté à un des territoires du CISO. Matière 102. Notion de service. Le service est un ensemble d'activités constituant une entité distincte au sens de la structure organisationnelle de l'établissement. Le CISO est composé de 7 territoires, soit les 5 territoires des anciens C3S et 2 territoires qui chevauchent d'autres territoires, soit le premier, l'ex-ville de Hall et le territoire de l'ancien C3S des Collines, et le deuxième, l'ex-ville de Gatineau et l'ex-ville de Buckingham.
Matière 103. Période de probation. La période de probation diverge selon la scolarité nécessaire et le niveau d'autonomie. Elle est de 55 jours pour les titres d'emploi nécessitant moins d'un diplôme d'études collégiales, de 75 jours pour les titres d'emploi nécessitant un diplôme d'études collégiales, de 90 jours pour le titre d'emploi d'A3S et de 100 jours pour les titres d'emploi nécessitant un diplôme universitaire. Les activités d'accueil, les congés et les absences ne sont pas comptabilisés dans la période de probation. Les journées d'orientation sont incluses dans la période de probation. Le titre d'emploi obtenu à l'embauche doit être conservé jusqu'à la fin de la période de probation. Matière 104. Poste temporairement dépourvu de titulaire, communément appelé PTDT. Un poste est temporairement dépourvu de titulaire lorsque son titulaire est absent pour l'une ou l'autre des motifs prévus dans la convention collective. L'employeur doit combler les PTDT en fonction des besoins du service. Pendant la période d'été, l'employeur peut remplacer plusieurs PTDT successifs dus aux vacances par le même remplaçant. Matière 105. Notion de déplacement. Un déplacement est une mutation temporaire d'une personne salariée exigée par l'employeur. La personne salariée n'est pas tenue d'accepter un déplacement, sauf dans les cas suivants. Surplus de personnel, de fluctuation des activités ou de la clientèle, d'une situation exceptionnelle, fortuite ou de force majeure, après avoir utilisé toutes les possibilités de remplacement, incluant le temps supplémentaire. Cette clause n'empêche en rien une personne de se porter volontaire. La même personne ne peut être déplacée de façon répétitive. Dans la mesure du possible, doit être fait à tour de rôle et par ordre inverse d'ancienneté si plus d'un déplacement est nécessaire à court terme. Lors de fermeture temporaire, totale ou partielle d'un service, l'employeur et le syndicat conviennent par entente des mécanismes d'affectation. Dans tous les cas de déplacement, l'employeur s'efforce de rétablir la situation dans les meilleurs délais. Aucun déplacement ne peut être fait à plus de 50 km du port d'attache ou du domicile de la personne salariée. Matière 106. Règles lors d'affectation temporaire, liste de rappel. La liste de rappel est utilisée pour combler les postes temporairement dépourvus de titulaires et les surcroîts temporaires de travail et les travaux à durée limitée, inférieure à 6 mois, ainsi que pour toute autre raison convenue entre le syndicat et l'employeur. La liste de rappel comprend les personnes mises à pied, sauf celles visées à l'article 15.03 de la Convention collective nationale, ainsi que les personnes salariées détentrices de postes à temps partiel ayant exprimé une disponibilité additionnelle, aussi les personnes salariées non détentrices de poste et les personnes salariées qui se désistent de son poste pour s'inscrire sur la liste de rappel. La disponibilité s'exprime par jour de disponibilité, par titre d'emploi, par quart de travail, par installation et par service. La personne salariée peut indiquer si elle est disponible pour des quarts sur des horaires atypiques, des horaires à heures brisées, toutes les fins de semaine, les postes services externes ou suivi clientèle externe ou des postes régionaux. Lorsqu'un formulaire est incomplet ou non conforme, l'employeur avise la personne salariée et le dernier formulaire reste en vigueur. La personne salariée qui aura complété une orientation de plus de 20 jours de travail doit maintenir une disponibilité dans le service et dans le titre d'emploi pour au moins 9 mois. Lorsque la personne salariée devient disponible pour une affectation à court terme, elle ne pourra revendiquer des affectations déjà octroyées. La disponibilité à l'embauche est adaptée aux besoins de l'employeur pour une période de 6 mois dans un seul territoire. Il y a maintenant 4 options de disponibilité minimale. La personne salariée choisit celle qui lui convient, soit 4 jours sur un quart de travail par jour dans 3 installations, ou encore 4 jours sur 2 quarts de travail par jour dans 2 installations, ou 6 jours sur 2 quarts de travail dans une installation, et finalement 8 jours sur un quart de travail dans une installation. Dans tous les cas, la disponibilité minimale doit inclure une fin de semaine sur 2. La personne salariée qui détient un poste à temps partiel n'a pas à fournir de disponibilité minimale additionnelle.
La disponibilité peut être modifiée à chaque horaire pendant le 7 jours d'affichage précédant le début de l'horaire. La modification entrera en vigueur à l'horaire suivant. Le choix de disponibilité minimale peut également être changé à ce moment. Pendant ce 7 jours d'affichage, une personne salariée qui a offert une disponibilité supérieure à sa disponibilité minimale pourra retirer des quarts de disponibilité où il n'est pas affecté pour le prochain horaire, et ce, tant que sa disponibilité reste égale ou supérieure à son choix de disponibilité minimale. En tout temps, une personne salariée peut augmenter sa disponibilité. Elle entrera en vigueur à la prochaine période de paie. Modalités particulières pour les étudiants. La personne salariée doit être inscrite à temps complet à l'école pour être considérée étudiante. Elle pourra en tout temps modifier sa disponibilité sur présentation d'un horaire de cours et la modification entrera en vigueur 7 jours plus tard. En plus des 4 choix de disponibilité, la personne salariée étudiante peut choisir l'une des disponibilités minimales suivantes. Toutes les fins de semaine sur un quart de travail dans 2 installations ou toutes les fins de semaine sur 2 quarts de travail dans une installation. Si l'établissement d'enseignement est à plus de 75 km de l'extrémité du territoire de l'Outaouais, la personne salariée étudiante peut s'inscrire comme indisponible. Pendant les vacances scolaires, les règles de disponibilité régulière s'appliquent. Modalité pour une personne salariée inscrite dans une autre unité d'accréditation de l'établissement. Une personne salariée inscrite sur la liste de rappel d'une autre accréditation ne doit fournir la disponibilité minimale que dans l'accréditation où elle a le plus d'ancienneté. Une personne salariée peut cumuler plus d'une affectation ou un poste à temps partiel et une affectation pourvu que les horaires soient compatibles ou n'engendrent pas de temps supplémentaire. Octroi d'affectation à court terme, moins de 10 jours. Les quarts sont octroyés à la confection horaire en fonction de la disponibilité exprimée ou en fonction des composantes de poste. Les affectations court terme sont morcelables. En cours d'horaire, l'employeur communique avec la personne salariée pour lui octroyer un quart de travail. S'il reste moins de 24 heures avant le début du quart de travail, le quart est offert à la personne salariée qui peut le refuser. La personne salariée déjà affectée sur un quart incomplet non débuté est toujours considérée disponible pour des quarts complets. Elle aura 15 minutes pour faire le choix de conserver son affectation ou de prendre la nouvelle. Ordre de priorité d'octroi des affectations court terme. Poste relève dans son service. Poste fusionné ayant une composante volante dans son service. Équipe volante uni-installation dans son service de rattachement. Équipe volante uni-installation ou poste fusionné dans les autres services de son poste. Équipe volante multi-installation dans son service de rattachement. Équipe volante multi-installation dans les autres services. Détenteur de poste à temps partiel dans le service, par ancienneté. Détenteur de poste à temps partiel dans un autre service que le sien et les personnes non détentrices de poste en ordre d'ancienneté. Réaffectation des postes équipe volante muni-installation ou multi-installation ou les postes fusionnés pour les portions équipe volante. Réaffectation des postes équipe relève. L'employeur peut décider de ne plus combler l'affectation ou de la combler de façon partielle ou interrompue. Réaffectation des personnes non détentrices de poste selon leur disponibilité. Temps supplémentaire. Réaménagement des tâches et possibilité de combler par un autre titre d'emploi. Déplacement selon la matière 105. La réaffectation des équipes volantes, des postes relève et des non-détenteurs de poste, qui est fait à moins de 7 jours de préavis, doit demeurer sur le même quart. L'heure de début du quart ne peut varier de plus de 2 heures. Octroi d'affectation à long terme, soit les plus de 10 jours. Sont octroyés à la confection horaire seulement en fonction de la disponibilité et des composantes de poste. L'affectation est non morcelable. Un détenteur de poste à temps partiel peut quitter temporairement son poste pour obtenir une affectation dans son service ou son port d'attache et qui est supérieure, ce qui veut dire qu'elle comporte plus d'heures que son poste. Pour une affectation de plus de 4 mois, une personne salariée
déjà affecté est considéré disponible si son affectation se termine dans les 30 prochains jours. La personne déjà affectée sur une affectation à quart incomplet non débuté est toujours considérée disponible pour une affectation sur des quarts complets. Elle aura le choix entre les deux affectations et a 15 minutes pour faire son choix. Ordre de priorité d'octroi des affectations long terme. Poste fusionné ayant une portion équivalente uni-installation, poste équivalente uni-installation, poste équivalente multi-installation, détenteur de poste à temps partiel et non détenteur de poste par ancienneté, selon la procédure d'octroi court terme jusqu'à la prochaine confection horaire. Une personne salariée peut abandonner une affectation lorsque la durée ou le nombre d'heures sont modifiés ou lorsqu'il y a une modification d'horaire, laquelle occasionne une incompatibilité ou du temps supplémentaire, ou encore pour obtenir une affectation sur des quarts complets ou sans horaire à heure brisée. La personne salariée qui occupe une affectation depuis plus de 6 mois ou successivement des affectations pour plus de 6 mois reçoit un avis de fin d'affectation de 2 semaines au terme de son affectation en cours. L'avis contient des affectations long terme qui seront disponibles au début du prochain horaire. La personne salariée pourra faire son choix parmi la liste. S'il n'y a pas de choix d'affectation, la liste contiendra le choix de supplantation possible. La personne salariée aura 10 minutes pour confirmer son choix de supplantation. Afin de pouvoir supplanter une affectation, la personne salariée doit être plus ancienne que celle détenant l'affectation. Elle doit avoir émis une disponibilité correspondant à l'affectation. Il doit rester au moins 20 jours à l'affectation à supplanter et l'affectation doit être dans le même service ou la même installation que celle détenue. La personne salariée doit également répondre aux exigences du poste. Les orientations sont offertes selon les critères suivants. Les besoins de l'employeur, l'intérêt des personnes salariées, les exigences et la disponibilité des personnes salariées à occuper une affectation. L'employeur s'efforce d'orienter un nombre suffisant de personnes pour les besoins du service. Lorsqu'une personne abandonne une période d'orientation, elle ne pourra plus être orientée et obtenir une affectation dans ce titre d'emploi, dans cette installation et dans ce service pour une durée de 9 mois. Matière 107. Mutation volontaire. L'employeur a 45 jours suite à la vacance d'un poste pour l'afficher et doit tenir un minimum de 4 processus d'affichage par année. Il n'est pas tenu de débuter un processus d'affichage pendant les mois de juillet et d'août. Les affichages se font de façon électronique pendant une durée de 15 jours. L'employeur a la possibilité de geler un poste vacant pendant 12 mois lors d'une réorganisation de service. Les composantes de poste qui doivent apparaître à l'affichage sont le ou les titres d'emploi ainsi que le libellé et le nombre d'heures de la semaine régulière de travail, les échelles de salaire, le ou les services, le cadre de travail soit de jour, soir, nuit ou de rotation, le statut du poste, temps complet ou temps partiel. Pour les postes à temps partiel, l'affichage doit inclure le nombre minimum d'heures par période de 4 semaines, le territoire, le port d'attache et la période d'affichage. Les composantes de poste sont des indications qui ne peuvent être modifiées. L'affichage peut également contenir à titre indicatif les exigences du poste, le service de rattachement pour les postes équivalentes et les postes fusionnés, s'il y a une entrevue ou un examen à passer pour l'obtention du poste, l'horaire de travail, s'il y a une exigence de véhicule, les documents fournis pour l'obtention du poste, toute information supplémentaire pour renseigner la personne salariée. Les postes relève et équipes volantes peuvent avoir 2 quarts de travail. La personne salariée absente pour plus de 14 jours peut demander à recevoir les affichages de poste. Elle pourra également transmettre ses choix de poste par priorité à l'employeur. L'expression des choix de poste se fait par le système informatique et est fait par priorité de poste. Les personnes salariées qui changent de titre d'emploi ou de service doivent s'assurer de fournir les documents ou que ces documents soient à son dossier d'employé. À la fin de la période d'affichage, l'employeur dresse la liste des candidatures par ancienneté et par priorité. Les postes sont octroyés par ancienneté et dans l'ordre de priorité choisi par la personne salariée. Et il est possible pour l'employeur d'organiser un processus de sélection.
Une personne candidate qui ne se présente pas à un processus de sélection n'est pas considérée à moins qu'elle ne puisse se présenter dû à un événement de force majeure. Dans la mesure du possible, les processus de sélection se tiendront dans chaque territoire pour les postes de ces territoires. Advenant qu'une personne salariée échoue un test, un examen ou une entrevue, il sera possible pour cette personne de repasser le test, l'examen ou l'entrevue après 6 mois. Suite au deuxième échec, le délai de reprise grimpe à 9 mois et à 12 mois à compter du troisième échec. Lorsqu'un examen, test ou entrevue est réussi, il est présumé avoir été réussi pour tous les postes avec les mêmes exigences. Lorsqu'une personne se désiste de son poste, il sera réaffiché au prochain affichage. Si un poste demeure vacant après le processus d'affichage, ce qui veut dire avant la période d'initiation et d'essai, il sera affiché sur une liste de postes vacants à l'externe. Malgré l'affichage externe, une personne salariée pourra aussi soumettre sa candidature et sera priorisée à une personne de l'externe. Une personne salariée pourra se désister d'un poste sur lequel elle est en période d'initiation et d'essai 2 fois par année. Une personne salariée qui se désiste d'un poste pendant sa période d'initiation et d'essai ne pourra réappliquer sur le même poste pour une période de 12 mois. La nomination à un poste doit être faite dans les 45 jours suivant la fin de l'affichage. L'entrée en fonction doit se faire dans les 45 jours de la nomination. Une personne salariée absente pourra obtenir un poste si elle peut l'occuper dans les 45 jours suivant la nomination. Pour une personne salariée en invalidité, les parties se rencontreront pour déterminer l'accommodement possible. La période d'initiation et d'essai est de 25 jours travaillés à taux régulier. Les journées d'orientation sont incluses dans la période d'initiation et d'essai, mais prolongent la période du même nombre de jours jusqu'à un maximum de 5 jours. Si l'employeur ou la personne salariée met fin à une période d'initiation et d'essai, la personne salariée retournera sur son ancien poste. Il n'y aura pas de période d'initiation et d'essai pour une personne salariée qui obtient un poste qui est du même type d'emploi, sur le même corps de travail, dans le même port d'attache et dans le même service que le poste qu'il détenait. Il est possible pour une personne salariée de détenir 2 postes si les horaires sont compatibles. Une personne salariée peut se désister de son poste après la période d'initiation et d'essai, mais ne pourra participer aux 2 prochains processus de dotation. Matière 108. Procédure de supplantation. La procédure de supplantation suit une abolition de poste détenue par une personne salariée. Celle-ci aura le droit d'aller supplanter une personne salariée moins ancienne qui détient un poste selon les conditions qui suivent. Dans chacun des cas de supplantation, la personne reçoit l'ensemble des choix de l'étape où elle est rendue, mais toujours la personne la plus jeune qui correspond aux composantes recherchées. Première étape. L'employeur et le syndicat se rencontrent pour voir si une alternative aurait moins d'impact sur les personnes salariées. Deuxième étape. La personne salariée est replacée sur un poste dont les composantes sont identiques et qui est demeuré vacant suite à un processus de dotation. La personne salariée pourra également choisir d'être replacée sur n'importe quel poste demeuré vacant suite à un processus de dotation. Par contre, la personne salariée n'aura pas l'obligation de prendre l'un de ces postes. Troisième étape. La personne salariée pourra aller supplanter en conservant l'ensemble des constituantes du poste qu'elle détenait à l'exception du corps de travail ou du service ou du corps de travail et du service. Quatrième étape. La personne salariée pourra aller supplanter en conservant l'ensemble des constituantes du poste qu'elle détenait à l'exception du service et du port d'attache ou du port d'attache ou du corps de travail et du port d'attache. Cinquième étape. Il sera offert à la personne salariée de changer de type d'emploi. Elle pourra alors aller supplanter sur un autre corps de travail, ou dans un autre service, ou dans un autre service et sur un autre corps de travail. Dans tous les cas, le statut est garanti. Pour une personne salariée à temps partiel, le nombre d'heures minimum du poste qu'elle détenait est garanti. Elle pourra par contre volontairement supplanter un poste dont le nombre d'heures est inférieur à celui qu'elle détenait. La personne salariée à temps complet qui n'a pas de choix à la quatrième étape peut demander à supplanter un poste temps partiel en reprenant à l'étape 3. Cela est aussi vrai pour la personne salariée à temps partiel qui pourra supplanter une personne salariée à temps complet. L'ancienneté est toujours la première règle qui guide l'ensemble du processus de supplantation. La personne salariée dont le titre d'emploi est compris dans le secteur d'activité technicienne ou technicien diplômé
n'est pas tenu de supplanter dans un autre secteur d'activité que le sien. Les personnes salariées professionnelles diplômées universitaires ne supplantent qu'entre elles. Matière 109. Aménagement des heures de la semaine de travail. La semaine de travail est répartie équitablement sur 5 jours de travail. L'horaire de travail est disponible au moins 7 jours avant qu'elle entre en vigueur et couvre une période d'au moins 4 semaines. L'employeur ne peut modifier l'horaire de travail à moins de 7 jours de préavis, à moins du consentement de la personne salariée impliquée, et ce, sous réserve des possibilités de réaffectation prévues à la matière 106. À la demande de la personne salariée, l'employeur peut accorder 4 jours consécutifs de congé par période en priorisant ce type d'aménagement d'horaire pour les personnes salariées à temps complet de nuit. La personne salariée travaillant sur un quart incomplet de 3 heures et plus aura droit à une période de repos de 15 minutes. Si possible, l'employeur accorde 2 jours de repos continu par semaine aux personnes salariées, mais il est assuré à chaque personne salariée une fin de semaine de congé aux 2 semaines. Les fins de semaine sont réparties équitablement entre les personnes salariées du même titre d'emploi, du même service et du même port d'attache. 2 personnes salariées du même service et du même quart de travail ont la possibilité d'échanger leur horaire de travail ou une partie de l'horaire de travail, et ce, après entente avec le gestionnaire, lequel ne peut refuser sans motif valable. Matière 110. Modalités relatives à la prise du temps supplémentaire, au rappel au travail et à la disponibilité. Le temps supplémentaire est offert à tour de rôle parmi les personnes salariées disponibles. La disponibilité en temps supplémentaire peut être modifiée entre chaque horaire et doit être remise 7 jours avant l'entrée en vigueur de l'horaire. S'il reste moins de 2 heures avant le début d'un quart de travail, l'employeur peut l'offrir à une personne déjà sur place. Il est également possible pour la personne salariée d'émettre une disponibilité de dernière minute de façon quotidienne, mais son tour passera une fois que la liste de tours de rôle à temps supplémentaire soit écoulée. Afin d'éviter des problèmes de remplacement de dernière minute, une personne qui annule un temps supplémentaire 6 fois à l'intérieur d'une période de 12 mois sera radiée de la liste de temps supplémentaire pour 3 mois. La deuxième radiation, à l'intérieur du délai de 12 mois, sera de 6 mois et une troisième radiation sera pour 12 mois. Pour les personnes en disponibilité, donc de garde, la disponibilité se fait à domicile tant que la personne salariée peut se rendre à l'établissement dans un délai approximatif de 30 minutes. S'il n'est pas possible pour la personne salariée de se rendre dans le délai, l'employeur rend disponible à la personne salariée une chambre ou un local convenablement aménagé. Lorsque les besoins du service requièrent du personnel en disponibilité, les personnes salariées doivent s'y soumettre à tour de rôle, sous réserve de certaines modalités. Donc, qu'un nombre suffisant de personnes se portent volontaires, qu'un nombre insuffisant de personnes se portent volontaires, auquel cas le tour de rôle est fait pour ce qui reste à combler. Que la personne salariée soit en congé annuel, ou que la personne salariée ne rencontre pas les exigences du poste ou n'est pas orientée pour pouvoir effectuer le service de garde. Lorsque du travail est effectué à temps supplémentaire, la personne salariée a le choix de se le faire payer ou de le banquer en temps chômé. Il est possible pour la personne salariée de banquer 5 jours de congé à la fois. L'accumulation du temps chômé se fait du 1er mai au 30 avril. La banque de temps chômé doit être écoulée avant le 30 avril de chaque année. Matière 111. Congés fériés, congés annuels et congés mobiles. Les fériés au 6 de l'Outaouais sont ceux apparaissant à l'écran. Les fériés sont répartis équitablement entre les personnes salariées d'un même service. Il est assuré à chaque personne salariée la prise de 3 jours de congés consécutifs à l'occasion de Noël ou du jour de l'an. De plus, l'employeur s'efforce d'accoler les journées supplémentaires de congés si la demande lui en est faite 30 jours à l'avance. Le congé à Noël ou au jour de l'an est réparti sur une base volontaire. Advenant que ce ne soit pas possible, il est réparti alternativement d'une année à l'autre. La personne salariée peut accumuler un maximum de 5 jours de congés fériés compensatoires. Il est loisible à la personne salariée qui en fait la demande 45 jours à l'avance de prendre à même ses banques de congés compensatoires ou de congés annuels morcelés 6 jours de congés par année de façon prioritaire.
Ces congés ne peuvent être demandés entre le 15 décembre et le 15 janvier. L'employeur doit confirmer la prise du congé au moins 15 jours avant la survenance de celui-ci. La période de congé annuel estival débute le 1er mai et se termine le 1er samedi du mois de novembre. La période de congé hivernal débute le 1er dimanche suivant la fin de la période estivale et se termine le 30 avril de l'année suivante. La période normale de prise du congé annuel estival débute le 1er dimanche du mois de mai et se termine 18 semaines plus tard. En 2019, la période normale estivale de prise du congé annuel débuterait le 26 mai et se terminerait la semaine du 22 septembre. Au 1er mars de chaque année, l'employeur affiche la liste des personnes salariées de chaque service. Cette liste inclut entre autres l'ancienneté, le solde de congé annuel et la journée à laquelle la personne devra effectuer son choix en rang d'ancienneté pour le congé annuel estival. Au 1er septembre de chaque année, l'employeur affiche à nouveau la liste avec les nouveaux soldes pour le choix de congé annuel hivernal. La date pour effectuer son choix doit être entre le 15 mars et le 1er avril pour la période estivale et entre le 15 septembre et le 1er octobre pour la période hivernale. L'employeur doit afficher au plus tard le 15 avril les congés annuels confirmés pour la période estivale et le 15 octobre pour le choix de congé hivernal. Les choix de congés annuels s'effectuent par titre d'emploi, par service et par installation. Pour les personnes détentrices de postes fusionnés uni-installation et équipe volante uni-installation, le choix se fait dans le service de rattachement et par installation. Pour les personnes détentrices de postes volants multi-installation, le choix se fait dans le service de rattachement et dans l'installation où la personne a travaillé le plus dans les 6 derniers mois. Pour les personnes détentrices de postes régionaux, le choix se fait dans le titre d'emploi et par service. Pour les personnes non détentrices de poste, le choix se fait dans le titre d'emploi, dans le service où la personne salariée a travaillé le plus dans les 6 derniers mois. L'employeur peut ne pas accorder de congé annuel pendant les 2 semaines du temps des fêtes en fonction des besoins du service. Advenant qu'une personne salariée n'a pas fait de choix de congé à compter du 15 janvier d'une année, l'employeur déterminera le moment du congé de la personne salariée sans consultation. Une personne salariée qui obtient un nouveau poste suite à la confirmation de son choix de congé conserve son choix de congé annuel. Les personnes salariées conjointes dans l'établissement peuvent prendre leur congé annuel en même temps, mais selon le rang d'ancienneté de la personne conjointe ayant le moins d'ancienneté. Le congé annuel peut être pris de façon consécutive ou divisé en plusieurs périodes d'une semaine chacune. Chaque personne salariée a la possibilité de prendre 5 jours de congé annuel de manière fractionnée. Les personnes salariées qui ont plus de 20 jours de congé annuel peuvent prendre les journées additionnelles de manière fractionnée. Les congés annuels doivent être pris au plus tard le 30 avril de chaque année. Une personne salariée en invalidité peut faire reporter son congé annuel si celui-ci n'a pas débuté. Les nouvelles dates de prise du congé seront déterminées à son retour au travail. Il est possible à 2 personnes salariées du même type d'emploi, du même service, de la même installation et du même corps de travail d'échanger leur congé annuel. Les congés mobiles et le temps chômé ne peuvent être repris pendant la période normale du congé annuel estival et entre le 15 décembre et le 15 janvier, à moins d'entente contraire avec l'employeur. Matière 112. Congés sans solde. En général, les congés sans solde doivent être demandés par écrit 45 jours à l'avance, à l'exception du congé pour études qui doit être demandé 30 jours à l'avance, et le congé pour fonction civique qui n'a pas de délai. La personne salariée peut demander à mettre fin à son congé sans solde de plus de 30 jours en envoyant un avis écrit à l'employeur. La réintégration au travail doit être faite entre le 30e jour et le 45e jour suivant l'avis. Congé sans solde n'excédant pas 30 jours. Peut être pris par toute personne salariée ayant au moins 1 an de service. Ce congé ne peut être pris pendant la période normale de congé annuel estival et entre le 15 décembre et le 15 janvier. Congé sans solde de plus de 30 jours, mais moins que 52 semaines. Peut être pris par toute personne salariée ayant au moins 5 ans de service. Ce congé ne peut être pris plus d'une fois par 5 ans. Congé partiel sans solde. Peut être pris par toute personne salariée à temps complet ayant au moins 1 an de service. Il peut être pris à chaque année et doit être d'une durée minimale de 2 mois et ne peut être de plus de 3 jours par semaine. Congé à temps partiel par échange de poste. Peut être pris par toute personne salariée à temps complet ayant au moins 1 an de service ou ayant une personne à sa charge
dont l'état de santé requiert la présence de la personne salariée. Ce congé doit être d'une durée minimale de 2 mois et peut s'étendre jusqu'à 52 semaines. Congé sans solde et partiel sans solde pour études. Peut être pris par toute personne salariée qui a fini sa période de probation et qui est inscrit dans un établissement d'enseignement reconnu du ministère du Québec ou de l'Ontario. Ce congé peut s'étaler jusqu'à 52 semaines. Congé sans solde ou partiel sans solde pour enseigner. Peut être pris par toute personne salariée ayant au moins 1 an de service dont le contrat d'enseignement dans une commission scolaire, un cégep ou une université est orienté vers un domaine de la santé et des services sociaux. Ce congé peut s'étaler jusqu'à 52 semaines. Congé pour fonction civique. Peut être pris par toute personne salariée en élection pour une fonction civique. Le congé débute 30 jours avant les élections et se termine à la fin du mandat si la personne est élue. Congé sans solde à l'occasion du mariage. Peut être pris par toute personne salariée qui va se marier. Cette semaine s'additionne au congé d'une semaine avec solde prévu à la Convention collective nationale. Matière 113. Développement des ressources humaines. Le développement des ressources humaines inclut les formations en cours d'emploi et les activités de perfectionnement. La matière 113 inclut également les remboursements des frais de scolarité. Les montants des remboursements est statué par le comité paritaire. Le remboursement est effectué en autant que la personne salariée ait fourni une preuve de réussite scolaire en plus d'être à l'emploi depuis au moins 3 ans. Un aménagement de l'horaire de travail pourra être effectué par l'employeur de façon à permettre à la personne salariée de participer à ses cours sans occasionner de temps supplémentaire. Les fonds du plan de développement des ressources humaines est conçu par le Comité paritaire de développement des ressources humaines et est fait en fonction des besoins prioritaires en formation et des critères de participation. Les activités d'accueil et d'orientation sont organisées par l'employeur et ne peuvent être imputées au budget de développement des ressources humaines. Matière 114. Activités à l'extérieur des installations avec les usagers. L'employeur détermine le moyen de transport ainsi que les dépenses nécessaires à l'activité. Lorsque la personne salariée doit dormir sur les lieux de l'activité, elle recevra l'allocation de disponibilité pour un maximum de 8 heures pendant qu'elle dort. Si, pendant cette période, la personne salariée est appelée à intervenir auprès d'un usager, elle sera rémunérée selon les règles de la Convention collective nationale. Matière 115. Comités locaux. Les parties conviennent de créer un comité paritaire en prévention des litiges et de règlement des griefs. Les modalités de fonctionnement seront déterminées par les parties locales. Matière 116. Règles d'éthique entre les parties. Les parties se traitent avec respect. L'employeur traite les personnes salariées avec justice. Les parties souhaitent établir des rapports ordonnés afin de faciliter le règlement des problèmes de relations de travail. Matière 117. Affichage d'avis. L'employeur maintient à la disposition du syndicat les tableaux d'affichage négociés et prévus à l'annexe A de l'entente de principe. Le syndicat peut ajouter des tableaux syndicaux à ses frais avec l'accord de l'employeur. Les documents affichés sont de la responsabilité du syndicat et ne doivent contenir aucun propos diffamant ou dirigé contre les représentants de l'employeur. Matière 118. Ordre professionnel. La personne salariée est libre d'appartenir à un ordre professionnel à moins que l'appartenance soit obligatoire pour l'exercice de ses fonctions. La personne salariée doit faire en sorte de demeurer membre de son ordre professionnel. Si le droit de pratiquer d'une personne salariée est suspendu, elle doit en aviser l'employeur sans délai. Matière 119. Pratique et responsabilité professionnelle. Tout document professionnel, technique ou clinique, préparé par une personne salariée doit être signé par celle-ci. Si l'employeur juge à propos de publier, en tout ou en partie, tel document d'ordre professionnel, technique ou clinique, il est tenu d'y apposer le nom de l'auteur ou des auteurs, leur qualification professionnelle, ainsi que la direction dans laquelle ils exercent leur profession. Aucune personne salariée ne sera tenue de signer ou modifier un document d'ordre professionnel, technique ou clinique qui est non soutenu par des données probantes. Aucune mesure disciplinaire ne pourra être imposée à la personne salariée qui refuse de signer un document qu'elle ne peut approuver en raison du fait que le document est non soutenu par des données probantes. Matière 120. Conditions lors du transport des usagers.
La personne salariée est considérée au travail tout le temps nécessaire au transport du ou des usagers, soit le temps de l'accompagnement, le temps d'attente et le temps pour le retour. S'il est prévisible que la durée d'un transport excède 16 heures, les parties se rencontrent afin de convenir des modalités applicables. La personne salariée n'est pas tenue de transporter un usager dans son véhicule personnel, à moins que le poste contienne une exigence de véhicule. Matière 121. Perte et destruction de biens personnels. L'employeur pourvoit au remplacement, à la réparation ou au nettoyage des objets personnels de la personne salariée endommagée dans l'exercice de ses fonctions, si ce bien était nécessaire pour accomplir son travail. La réclamation de la personne salariée doit être faite dans les 15 jours de l'événement et l'employeur doit en faire l'acceptation dans un délai raisonnable. Il n'y aura aucun remboursement pour la perte ou la destruction d'un bien qui est causé par de la négligence grossière de la personne salariée. Matière 122. Règles à suivre lorsque l'employeur requiert le port d'uniforme. Lorsque l'employeur requiert le port d'un uniforme, il doit le fournir et l'entretenir à ses frais. Matière 123. Vestiaire et salle d'habillage. L'employeur fournit un casier verrouillable ou un espace de rangement sécuritaire pour les effets personnels des personnes salariées. Lorsque les lieux le permettent et que l'employeur requiert le port d'uniforme, il rend disponible des salles d'habillage. L'employeur maintient dans les lieux où il en existe déjà, et pour des raisons de sécurité, des douches pour les personnes salariées. Advenant l'ouverture d'une nouvelle installation dotée de douches, l'employeur les rendra accessibles aux personnes salariées pour des raisons de sécurité. Matière 124. Modalités de paiement des salaires. Les différentes banques de congés, dont le congé annuel, les congés fériés compensatoires, les congés mobiles, les congés découlant de la prime TGC et le temps à reprendre doivent apparaître au relevé de paie. Exceptionnellement, la rémunération d'un congé annuel pourra être faite à la paie précédant le départ en congé, à la condition que la personne salariée en fasse la demande 30 jours à l'avance. En cas d'erreur sur la paie, l'employeur et la personne salariée ne pourront récupérer que sur les 6 derniers mois. En cas d'erreur de l'employeur pour un montant de 50 $ versé en moins, la personne salariée est garantie d'avoir un dépôt de correction dans les 6 jours suivant le dépôt de la paie, à condition d'en avoir fait la demande par écrit dans les 4 jours suivant le dépôt de la paie. Pour un montant inférieur à 50 $ brut ou pour une demande faite hors délai, la correction sera faite au prochain dépôt de paie. Pour les erreurs de paie, pour des sommes versées en trop, l'employeur ne pourra récupérer, à moins d'une entente avec la personne salariée, que 60 $ par période de paie pour une personne salariée à temps complet et 30 $ par période de paie pour une personne salariée à temps partiel. Le salaire est versé par dépôt bancaire à toutes les 2 semaines. Toute personne salariée aura accès à un ordinateur avec une imprimante pour consulter et imprimer son relevé de paie. Lors d'absence de plus de 30 jours, l'employeur envoie le relevé de paie par la poste à la personne salariée. Matière 125. Établissement d'une caisse d'économie. Si une caisse d'économie est mise en place par l'établissement, l'employeur effectue, à la demande écrite de la personne salariée, la retenue à la source au profit de cette caisse si cette retenue est techniquement possible. Matière 126. Allocation de déplacement. La personne salariée qui doit accomplir ses fonctions à l'extérieur de son port d'attache est considérée au travail pour tout le temps de son déplacement. Le calcul des allocations est fait à partir du port d'attache de la personne salariée. Une personne salariée ne peut détenir qu'un seul port d'attache par poste. Les personnes salariées de la liste de rappel ont le port d'attache de l'affectation. L'employeur peut modifier le port d'attache avec un préavis de 45 jours en suivant les étapes suivantes. Par ancienneté sur une base volontaire. S'il n'y a pas de volontaire, la personne salariée dont le port d'attache est modifié peut refuser si le changement est à plus de 25 km. Dans ce cas, le poste est aboli et la personne salariée a le droit au processus de supplantation. Lorsque le port d'attache d'un poste est modifié, il ne pourra être remodifié avant l'écoulement d'un délai de 12 mois. La personne salariée n'a pas à utiliser son véhicule personnel dans le cadre de ses fonctions, à moins que le véhicule soit une exigence de poste. La personne salariée a droit à une allocation de repas
si elle ne peut se rendre dans un délai raisonnable à son domicile, à son port d'attache ou à une installation de l'établissement. Ceci met fin à la présentation. Votre présence est importante à l'une ou l'autre des séances de l'Assemblée générale spéciale afin que vous puissiez recevoir des réponses à vos questions et voter sur l'entente de principe.